À Rio de Janeiro et à Sao Paulo, la mobilisation se fait de plus en plus remarquable. Des manifestants réclament la destitution de Dilma Rousseff. Au moins 23 morts et 30 blessés au Pakistan. À l'origine, un incendie qui a ravagé un bâtiment d'un hôpital. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal sur votre télé SICA. Comme partout, il y a des élections en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a envoyé une mission au Niger pour s'enquérir du déroulement du processus électoral. La délégation conduite par l'ancien président du Niger, le général Abdou-Salami Aboubakar, a rencontré les différents politiques du Niger et les organes chargés de la conduite du processus. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Le groupe de l'opposition a réitéré à la délégation son exigence, celle de l'audit du fichier électoral. Pour l'opposition, c'est le seul gage d'élections libres, transparentes, qui ne peuvent souffrir d'aucune contestation. Du côté de la majorité, on ne trouve également aucun inconvénient pour l'audit. Cependant, cette exigence de l'opposition semble être du dilatoire, car elle est représentée aussi bien au sein du comité d'élaboration du fichier électoral que de la commission électorale nationale indépendante. Au niveau de la CENI, qui a reçu la visite de la délégation, le processus est en cours et ne souffre d'aucun problème. Le seul souci, c'est la transmission du fichier électoral en temps réel. L'autre crainte, c'est l'audit qui risque de chambouler le chronogramme des élections. Si l'audit va prendre du temps, au-delà d'une semaine, 10 jours, en tout cas au-delà du 20 décembre, ça peut gêner le chronogramme des élections. Je le dis très clairement. La CENI ne peut pas travailler sans le fichier électoral. Si on n'a pas le fichier électoral, si on arrive à un point de blocage, alors que les délais constitutionnels sont en train de courir, inévitablement, cette situation de blocage risque de nous conduire à un vide institutionnel qu'il faut absolument éviter. Abdou-Salami Aboubakar a pris bonne note et promis de transmettre les résultats de ses consultations à la CEDEAO qui l'a mandaté. Pour lui, cette mission a essentiellement pour but de s'enquérir du processus, appeler les acteurs à la retenue et plaider pour des élections apaisées. Nous souhaitons que ces élections soient honnêtes et transparentes, que le meilleur gagne, aussi que la paix règne, même pas au Niger seulement, mais partout en Afrique de l'Ouest. Nous ne voulons pas des élections dans la violence. Et les hommes politiques doivent savoir que c'est Dieu qui donne le pouvoir. À la fin de ces différentes rencontres, la classe politique a finalement décidé de la mise en place d'un comité chargé de faire des propositions sur les conditions de l'audit. En République centrafricaine, les populations se sont prononcées dimanche sur un référendum constitutionnel. Ceci malgré divers incidents en province et à Bangui où des tirs à l'arme lourde ont éclaté dans le quartier musulman PK5, faisant 2 morts et plusieurs blessés. L'issue de ce référendum est déterminante pour les scrutins législatifs et présidentiels à venir. Les affrontements de ce dimanche n'ont pas empêché le déroulement du scrutin. C'est à Bangui et en province que les incidents ont été enregistrés, faisant 2 morts et plusieurs blessés. Des tirs ont notamment éclaté entre partisans et opposants au référendum à PK5, un quartier reconnu comme l'enclave musulmane de Bangui, où le principal bureau de vote est resté fermé pour des raisons de sécurité. Des explosions de grenades ont également été entendues dans Gobongo, un des fiefs des milices chrétiennes anti-Balaka dans la capitale. La participation au référendum constitutionnel divise les musulmans au sein de l'ex-rébellion Seleka, certaines factions rejetant cette participation. Au sein des milices anti-Balaka, la participation au référendum sème également la division, des opposants se retrouvant parmi les partisans de l'ex-président François Bozizé, dont la candidature à la présidentielle a été rejetée par la Cour constitutionnelle.
Une nouvelle brève très rapidement. Le président sud-africain Jacob Zuma a démis dimanche de ses fonctions son nouveau ministre des Finances. C'était 4 jours seulement après une nomination surprise qui a ébranlé les marchés. Pravin Gordhan, qui fut un ministre respecté des Finances pendant 5 années jusqu'à 2014, a été renommé pour remplacer David Van Rooyen. Ce dernier avait été désigné par le président Zuma qui venait de limoger mercredi le ministre des Finances sans qu'aucune raison officielle n'ait été évoquée. Bientôt sera inaugurée aux portes du Sahara la première phase du méga projet Nour, un projet présenté par le Maroc comme le plus grand parc solaire au monde. Eh bien, l'événement pourrait se tenir quelques jours après la fin du sommet sur le climat à Paris. L'immense ferme solaire, située à une vingtaine de kilomètres de Ouarzazate, au centre du Maroc, retient les énergies d'importants bras valides. Ouvriers et ingénieurs s'activent pour contre en activité d'ici à la fin décembre ce réseau énergétique. D'après un membre du conseil d'administration de l'Agence marocaine de l'énergie solaire, les travaux de construction sont achevés et l'heure est au test des composantes de cette unité de production en vue de la connecter au réseau national. Un pari à tenir par le gouvernement. Nous avons un projet destiné à introduire 6 000 MW à la production électrique existante à l'échelle nationale. 2 000 MW proviennent de l'énergie solaire et 2 000 MW de l'énergie éolienne et hydroélectrique. Les choses vont bien jusqu'ici. Il est fort probable d'aller au-delà de 2 000 MW d'ici 2020 dans le domaine de l'énergie éolienne. Nour 1 sera une vitrine pour le Maroc qui accueillera fin 2016 la 22e conférence mondiale sur le climat, au cours de laquelle sera examinée l'application des engagements pris par la COP21 ces jours-ci à Paris. Le projet entre donc en plein dans les préparatifs de la COP22. Indubitablement, ce que nous allons faire dans la COP22 à Marrakech va être influencé par les résultats de la COP21 à Paris. Et il est fort probable que le sommet de Paris réalisera 80% des objectifs prévus. Le royaume, dépourvu d'importantes réserves en hydrocarbures, mais très riche en ensoleillement, a développé un ambitieux plan de développement des énergies renouvelables qui doit lui permettre de subvenir à 42% de ses besoins énergétiques par ce biais à l'horizon 2020. Rabat est déterminé à poursuivre le développement des énergies renouvelables au-delà même de cette date afin de tenir son objectif de réduire de 32% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. L'Italie et les États-Unis présidaient dimanche à Rome une conférence internationale pour opposer les principales factions politiques émergeant dans le chaos libyen à appliquer rapidement un accord négocié difficilement sous l'égide de l'ONU. Plus de précisions à présent avec Harlem Désir, secrétaire d'État français aux affaires européennes. Aujourd'hui, la communauté internationale demande unanimement que soit constitué un gouvernement d'union nationale en Libye qui puisse reprendre le contrôle sur l'ensemble du territoire de la Libye. Mercredi prochain, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies a confirmé que les représentants de la majorité des élus des 2 parlements actuellement existants seront à cette réunion, à Skhirat, ainsi que de nombreuses autres composantes de la société libyenne, pour signer cet accord et pour faire en sorte qu'il puisse y avoir un gouvernement d'union nationale. Cet accord a été passé et maintenant tous les Libyens doivent le soutenir. Et ceux qui ne le soutiendraient pas devront être combattus. Un tour par le Nigeria à présent. De violents affrontements ont opposé l'armée et une secte musulmane chiite samedi et dimanche à Zaria, dans le nord du Nigeria, faisant un nombre indéterminé de victimes. Les soldats ont mené une opération d'envergure contre le mouvement islamique du Nigeria, IMN, pro-iranien, après un incident samedi ayant impliqué le convoi du chef d'état-major des armées. Le porte-parole de l'armée nigériane, le colonel Sani Ousmane, a de son côté évoqué des pertes en vies humaines, sans plus de détails. Aucun bilan de sources indépendantes n'a pu être dressé dans l'immédiat.
Puis du côté du Pakistan, 23 patients d'un hôpital neuropsychiatrique, pour la plupart des personnes âgées, ont péri dans la nuit de samedi à dimanche. C'était lors d'un incendie qui a ravagé le bâtiment en bois de l'établissement situé dans le sud-ouest de la Russie. 70 patients et 4 infirmiers se trouvaient dans le bâtiment quand le sinistre s'est déclaré. La plupart des victimes étaient des sexagénaires et des septuagénaires, selon une liste rendue publique par le ministère. Plusieurs patients avaient pris des sédatifs et des somnifères avant de se coucher et ne se rendaient donc pas compte du danger. Les origines de l'incendie ne sont pas connues. Le comité d'investigation qui soumet ses conclusions directement au président Vladimir Poutine a annoncé avoir ouvert une enquête pour négligence. Puis au Brésil, un rassemblement a été organisé dimanche sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro pour réclamer la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Des mouvements de l'opposition ont convoqué en fait des manifestations dans tout le pays, ce qui pourrait servir à mesurer l'insatisfaction populaire et pourrait peser sur le vote des parlementaires qui suivent donc le processus de destitution. Ils y croient dur comme fer. Ils veulent la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Dans ce cadre, quelques 3000 Brésiliens vêtus de vert et jaune, couleur du Brésil, ont défilé dans le calme à travers le centre de Brasilia. Des mouvements d'opposition ont en effet convoqué des manifestations dans tout le pays qui serviront de thermomètre pour mesurer l'insatisfaction populaire. La manifestation s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Je suis pour la destitution de Dilma parce qu'il n'y a qu'en quittant le pouvoir que le pays va changer. Qu'on mette quelqu'un d'autre à sa place et qu'il remette le pays en route. Si elle ne part pas, notre pays va continuer comme ça. Elle ne gouverne plus rien. Le pays est sans gouvernement. Pour les manifestants, Dilma Rousseff conduit le pays au fond du gouffre. Avec une popularité à 10% seulement, la présidente pâtit de la récession économique et du scandale de corruption au sein de Petrobras qui éclabousse le Parti des travailleurs au pouvoir. C'est donc la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci.